Nous sommes donc au Salon du Bourget dans un cockpit incroyable avec Patrice Caine, le directeur général de Thales. Bonjour, merci de nous recevoir. C'est un moment important pour vous. Vous avez pris quand même une demi-heure pour répondre à nos questions. C'est important. C'est la fin, en fait, des journées professionnelles du Bourget. Oui. On peut faire un premier bilan pour vous, pour Thales. Est-ce que c'est un excellent salon du Bourget? Salon, absolument, oui. Avec un excellent, une fréquentation en hausse par rapport à il y a 2 ans. On va battre un nouveau record en nombre de délégations qui viennent de l'étranger, du monde entier pour nous voir. Vous avez, en termes de commandes, vous avez c'est plus combien par rapport à il y a 2 ans, la dernière édition? Nous, au salon, on n'est pas là pour signer des commandes, on fait avancer les dossiers. Je croyais que c'était l'objet du salon du Bourget. C'est plutôt les avionneurs qui annoncent les commandes. Mais disons qu'on est embarqué dans les commandes qui sont annoncées par les avionneurs. Mais c'est vraiment une occasion assez unique, à nouveau, de reconnecter nos clients avec l'étranger et de faire avancer tous ces dossiers. On a le sentiment que c'était un salon, certes, de l'aéronautique, mais c'est quand même un salon du réarmement. Un salon de la défense, on peut presque dire, vu les tensions géopolitiques. Il y a beaucoup, là, je croisais en venant ici, il y a Gabriel Attal, demain il y a Emmanuel Macron, il y avait aujourd'hui Sébastien Lecornu, il y a beaucoup de politique. La grande question, c'est, vous-même, vous avez dit, tout ça c'est très bien, l'économie de guerre c'est formidable, mais nous, on n'en voit pas la couleur. Il n'y a pas de commande publique. Est-ce qu'aujourd'hui, après ces 4 jours, 5 jours de salon du Bourget, vous pouvez dire, si ça y est, enfin on voit les commandes publiques? Alors d'abord, c'est un salon défense, aéronautique et spatiale. Ça, c'est traditionnel. Effectivement, on voit bien les 3 types de clients qui viennent nous voir. Sur la défense, parce que la question portait sur la défense, effectivement, nos grandes zones de croissance, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Asie du Sud-Est, et c'est demain, sans doute, l'Europe. Je dis demain parce qu'effectivement, on a eu des prises de position très fortes qui ont été prises par la présidente de la Commission, les commissaires, les différents présidents ou chefs de gouvernement des pays. Maintenant, ces décisions vont se mettre en route, se mettre en œuvre. Probablement 26, si je puis dire. Mais 25 est encore une année, je dirais, de transition entre une période d'une certaine naïveté, si je puis dire, de sous-investissement, à une période d'accélération. C'est une année blanche, 2025 ? Oh, pas du tout. Non, pas du tout. Non, bah, vis-à-vis des commandes publiques, j'entends. Non, pas du tout. La France suit la trajectoire de la loi de programmation militaire. Donc, quelque part, ça, on sait à peu près à quoi s'attendre. Et puis, la croissance, elle continue dans les zones que je vous ai mentionnées. Et elle va arriver, par contre, effectivement, avec les pays européens. Là, expliquez-nous où nous sommes. On est dans un cockpit, on le connaît, puisqu'il y a 2 ans, on était déjà là. Qu'est-ce qui a changé, en fait, en 2 ans, dans ce cockpit? Je crois que la star du salon, en tout cas pour nous, c'est vraiment l'intelligence artificielle. On veut montrer à nos clients à quel point l'IA, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ça y est. Alors, on a montré une vingtaine de nos produits ici qui incorporent de l'IA, dont ce cockpit connecté, qui permet, par exemple, aux pilotes d'optimiser les trajectoires en vol, en temps réel, et ça, il faut de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'un jour, il y aura plus de pilotes dans l'avion? Sans doute pas. Non, on n'en est pas là. Je crois qu'on a plein de belles choses à faire avec l'intelligence artificielle avant de se poser la question d'avoir un avion qui n'est pas du tout de pilote. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, dans un Rafale pour essayer d'avoir des exemples un peu concrets? Où est-ce que vous intervenez? Alors le Rafale, on en fait à peu près 25%, on va dire comme ça, de la valeur économique, si je puis dire, de ce fabuleux avion de combat. Et on va faire tous les capteurs, les senseurs. Ce sont des caméras, on appelle ça des pods de désignation, de reconnaissance. C'est le radar de pointe avant qui quelque part sert à voir devant. C'est les dispositifs de protection de l'avion, la guerre électronique, les systèmes de communication, voilà, pour en citer quelques-uns. En même temps, est-ce que c'est pas compliqué? Parce que Dassault, fabricant de Rafale, c'est votre premier actionnaire aux côtés de l'État. C'est votre premier client. Comment fait-on pour négocier avec son premier client qui est son actionnaire? C'est pas formidable. Évident, hein? Comment on fait en famille? Justement, en famille, c'est parfois compliqué. Eh bien, ça se passe très bien. Oui. Mais vous faites comment pour négocier? Alors, on est dans un GIE. Quand on part à l'export, entre bien sûr le leader qui est Dassault Aviation, Safran, l'autre grand partenaire, et Thales, et on a tous envie de gagner ces contrats. Donc on se met d'accord facilement. Est-ce que vous êtes présent dans le conflit israélo-iran? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. C'est que les Américains? En tout cas, nous, Thales, on n'est pas du tout présent dans ce conflit. On voit bien que le monde n'a jamais été aussi instable depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec tous ces théâtres militaires. Qu'est-ce que ça implique dans la stratégie que vous conduisez à la tête de Thales? D'abord, c'est une conséquence très concrète. La géopolitique
va quelque part alimenter ou conduire effectivement les pays à réinvestir dans leur défense et dans leur sécurité. Et c'est pour ça qu'on a vu cette forte croissance, encore une fois, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, qui va être complétée, bien sûr, avec ce qui va se passer en Europe, ce qui est en train d'arriver en Europe. Voilà, c'est ça. Mais ces nouvelles formes de guerre, est-ce que c'est la guerre des drones? Parce que si vous ne fabriquez pas de drones, vous êtes très présent dans les drones, évidemment. De quelle manière, du reste, essayez de nous expliquer. Eh bien, quelque part, on va retrouver finalement ce qu'on fait dans un avion comme le Rafale. On fait les capteurs, les senseurs, les liaisons de données de ces plateformes, alors qu'ils sont plus petites, plus compactes, moins complexes, bien sûr. Voilà. Et puis, on va faire aussi le système d'aide à la décision qui permet de piloter tout ça. On parle de C2, de command and control. Effectivement, comment on va orchestrer le vol de plein de drones à la fois. Est-ce que pour vous, on est en train de rentrer dans une nouvelle forme de guerre? Une guerre qui est très différente de celle qu'on a pu connaître, évidemment, sur des théâtres militaires, il y a encore quelques années. En fait, si on prend un peu de recul, plus de 23 ans que je suis dans le métier, on voit que chaque conflit est différent. Chaque conflit apporte une forme de retour d'expérience, comme on dit, qui est différent. Celui qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, effectivement, est différent des précédents. Sans doute celui qu'on voit malheureusement au Moyen-Orient est aussi différent des précédents. Donc ce n'est pas qu'une priorité chasse l'autre, c'est qu'à chaque fois, ça complète, si je puis dire, la palette des menaces potentielles qu'on voit et comment y répondre. Mais justement, vous n'avez pas complètement répondu à ma question, Patrice Caine, lorsque je vous disais comment ça change votre stratégie en fonction des enseignements de cette guerre en Ukraine, voire de ce qu'on observe actuellement au Moyen-Orient. Vous vous dites quoi? Est-ce que vous allez un peu changer votre stratégie, modifier votre stratégie? Ça la confirme et ça la complète. Ça la confirme dans le fait que des dispositifs de guerre électronique qui sont absolument essentiels aujourd'hui en Ukraine pour créer comme un mur finalement électromagnétique qui empêche les drones de passer de la Russie vers l'Ukraine est absolument essentiel. Ça la confirme l'importance de la protection du ciel, on le voit. Et le retour en grâce, si je puis dire, des questions de défense aérienne qui étaient un petit peu délaissées ou sous-investies. Et puis ça la complète. Ce qu'on a dit sur les drones, effectivement, il y a 4 ans, 5 ans, on n'aurait pas dit ça sur les drones. La protection de l'espace aérien, c'est quelque chose de très très important, de plus en plus important. Je crois que c'est vous qui avez protégé les Jeux Olympiques 2024. C'est quelque chose ici, là il y a plein de délégations étrangères. C'est ce qu'on vient vous demander? Entre autres, pas uniquement, mais entre autres, bien sûr. Alors quand on parle drone, vous parlez des Jeux Olympiques, bien sûr, c'est plutôt des petits drones, ceux-là. Mais on adresse toute la palette possible de drones, les petits, les moyens, les gros. Ce qu'on voit en Ukraine, c'est à la fois des petits, des moyens et des gros. Et chaque type de drone, finalement, nécessite une réponse adaptée. Il y a un chiffre que vous avez donné tout récemment, c'est de dire qu'il y avait plus 600% de cyberattaques. C'est quand même assez incroyable comme chiffre. Vous avez fait un move très important, je crois que c'était en 2023, en rachetant une société qui s'appelle Imperva. Pour vous, c'est devenu un des axes majeurs pour Thales, la cybersécurité? Absolument. C'est un des pivots qu'on a fait, comme on dit dans le jargon. D'abord en se séparant d'une activité dont on pensait que d'autres s'en occuperaient mieux que nous. Et puis, effectivement, en investissant massivement dans la cyber. Donc aujourd'hui, ce pôle, il fait à peu près de 2 milliards d'euros d'activité. Il est significatif à l'aune de Thales. Et puis surtout, on a choisi des créneaux où on est parmi les tout meilleurs au monde. La sécurité des données, la sécurité des applications, comme on dit, et la sécurité des identités des accès. Oui, je regardais mes notes parce qu'il y a un point aussi très important, c'est on parlait des commandes publiques. Demain, la semaine prochaine, pardon, il y a le sommet de l'OTAN. Donc ça, c'est évidemment très important. Vous croyez en l'Europe de la défense? Je recevais Marwan Laoud là, au début de ce salon qui disait, moi je suis un grand brûlé de l'Europe de la défense parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Vous y croyez aujourd'hui? D'abord, ce en quoi on peut croire, c'est le fait que l'Europe se réarme. C'est une première réponse à l'Europe de la défense. Oui, mais c'est quand même la base, si je puis dire. Que l'Europe se prenne en main, se réarme, que l'Europe ose parler de préférence européenne. C'est extrêmement nouveau. Avec maintenant, aujourd'hui, continuant à acheter des produits américains, certes, c'est la décision des F-35 qu'on a vu voler il y a encore quelques instants. Absolument, ça c'est la décision des nations. Mais pour autant, ce n'est plus un gros mot aujourd'hui de parler au niveau européen de contenu minimal européen, même d'autorité de conception, comme on dit, qui doit être effectivement être positionné en Europe pour avoir accès à ces mécanismes
européen. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Et puis après, il y a les programmes en coopération. C'est peut-être sans doute ça à quoi vous faites allusion. Effectivement, c'est difficile. C'est difficile. Mais pour autant, je pense qu'il faut continuer à essayer de les faire marcher. Oui, on y reviendra parce que notamment dans le spatial, on attend des choses avec vous. Vous nous direz si ça avance. L'actualité du jour, c'était l'Allemand Rheinmetall qui a donc ouvert un peu les portes du sol européen à l'américain Duril. Là, on se dit, l'Europe de la défense, ça a du mal quand même à progresser, non ? Vous regrettez C'est pas vraiment nouveau. L'Europe, vous l'avez dit vous-même, l'Europe, les pays européens achètent déjà beaucoup aux États-Unis. À peu près la moitié, ça dépend comment on regarde les choses. Enfin, je crois que c'était le dernier chiffre, mais disons 63%, donc achètent déjà beaucoup. Et donc ça, quelque part, c'est pas nouveau. L'enjeu pour nous, je pense, industriels, pour Thales en particulier, c'est comment conquérir le cœur finalement de ces clients, de ces nouveaux clients en Europe qui trouveront des choses qu'aujourd'hui les Américains ne leur donnent pas. Là, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, est venu visiter le Salon du Bourget, bien sûr. Il a fait pas mal d'annonces, notamment sur ce qu'on appelle la très haute altitude. Ça, c'est un point important. C'est un nouvel enjeu stratégique. C'est tout ce qu'il y a, je crois, entre 20 et 100 km au-dessus de nos têtes. C'est une avancée, enfin c'est pas une avancée, c'est une percée si on peut dire, assez spectaculaire dans la défense. Expliquez-nous en quoi c'est si important et pourquoi il faut vraiment que la France se mobilise puisqu'il a annoncé des financements. C'est potentiellement, comme on dit là aussi dans le jargon, un nouveau champ de conflictualité. Voilà. Ouais. On était habitué, je dirais, au milieu traditionnel, air, terre, mer. Ça s'est complété il y a quelques années avec l'espace. Là, c'est plutôt quelques centaines de kilomètres jusqu'à quelques milliers de kilomètres. Et puis, entre les deux, effectivement, il y a la très haute altitude qui devient aussi un champ de conflictualité et auquel il faut s'y intéresser de plus en plus. Mais comment, pour vous, par exemple, c'est quelque chose d'important pour Thales ? Par exemple, et ça fait quelques années qu'on y travaille, un ballon stratosphérique, donc on est à 20 km d'altitude, donc c'est la couche basse de la très haute altitude, effectivement, est un dispositif très intéressant pour avoir des capteurs en l'air, géostationnaires, sans être à 36 000 km, seulement à 20 km d'altitude, et qui va apporter des capacités qui aujourd'hui n'existent pas, ou apporter de manière beaucoup plus onéreuse, par exemple, par des satellites. Alors, il y a le spatial, parce que c'est au cœur de tous les conflits et de la souveraineté. Où est-ce que vous en êtes sur ce fameux projet entre Thales, Airbus et Leonardo pour créer ce fameux champion européen, puisqu'on en parle? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je vais vous décevoir, malheureusement. Non, ça recule. Pas du tout. On y travaille. Et moi, ma seule réponse, c'est on y travaille. C'est vrai, mais c'est un sujet complexe. Pourquoi? En quoi c'est un sujet complexe parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes. D'abord, il y a 3 entreprises. Ouais. Pour autant, je pense qu'on partage un même diagnostic et un même envie, si je puis dire, une même envie de trouver une solution à ce défi qui se pose à nous, avec des nouveaux entrants. On parle beaucoup d'acteurs américains, mais il y a aussi les Chinois. Et puis, il y a nos mandants. Est-ce que c'est la Commission européenne qui bloque à cause de problèmes de concurrence? Où est-ce que ça bloque, Patrice Caine? Rien ne bloque. Rien ne bloque. On y travaille. Il y a pas mal de l'escargot. C'est complexe. Admettons que c'est complexe. Sur quoi c'est complexe? Alors, si vous me laissez expliquer en quoi c'est complexe, je le fais bien volontiers. Il y a beaucoup de parties prenantes aujourd'hui à convaincre. Il y a des gouvernements qui sont très sensibles aux questions de souveraineté. C'est logique. C'est industriel et dual. Il y a des gouvernements qui sont aussi des clients très importants. Le marché institutionnel de l'espace, pour nous, c'est 2/3 de notre marché. 2/3 de nos clients, c'est l'Agence spatiale européenne. Derrière l'Agence spatiale européenne, ce sont les nations, ce sont des pays, ou alors ce sont les agences nationales, comme le CNES en France, comme l'ASI, l'Agence spatiale italienne en Italie. Ces clients sont des clients institutionnels, étatiques. Il faut les convaincre aussi pourquoi ce sera mieux ensemble qu'aujourd'hui séparément. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'atteindre, d'obtenir ou pas, de prendre une décision, en tous les cas, à quelle aune? L'objectif, c'est d'abord de valider que tout ça est créateur de valeur. On est comme des entreprises. Effectivement, ce qu'on cherche, c'est avoir un projet qui est créateur de valeur. Premièrement, comment se matérialise cette énergie, à quelle vitesse, comment les lignes de produits seraient convergées, comme on dit, etc. Deuxièmement, il y a des travaux réglementaires. Vous l'avez dit vous-même. Il y a des règlements anti-concentration. Il faut convaincre effectivement que... Mais le blocage, pardonnez-moi, il est plus du côté... des entreprises, enfin de vous, des différents partenaires, ou il est plus du côté
des nations, des pays. Ouais. Alors, au risque de me répéter, il n'y a pas de blocage. Il travaillait, ce n'est pas bloqué. Il travaillait, c'est chercher des solutions à autant de questions qui se posent, qui sont quand même des questions légitimes. Ouais. Quand les nations nous disent, moi, je veux être souverain sur tel ou tel aspect, comment demain telle ou telle technologie sera préservée, ce sont des questions extrêmement légitimes et auxquelles il faut qu'on apporte des réponses convaincantes. Voilà. Ouais. Non, mais parce qu'on voit les difficultés qu'il y a avec les Allemands sur le SCAF. On a le sentiment quand même que même si on parle d'Europe de la défense, chacun a une vision assez différente. C'est peut-être toute la difficulté. Alors là, vous attaquez un autre sujet, si je puis dire. Vous revenez sur l'Europe de la défense. Hein. Chaque entreprise a son propre intérêt. Ses intérêts propres, ce qui est aussi légitime. C'est ainsi, c'est la vie. Hein, voilà. Et donc effectivement, comment faire converger des intérêts étatiques quand on fait un programme en commun et des intérêts d'entreprise. Est-ce que vous avez racheté Imperva, donc société américaine, aux États-Unis? Est-ce que vous avez un problème de droit de douane? Est-ce que vous êtes touché, impacté par cette guerre commerciale? Ah parce oui, que vous êtes français. On est beaucoup français, on est aussi beaucoup dans d'autres pays. Hein. Les États-Unis, c'est notre deuxième marché aujourd'hui, 5000 collaborateurs, 3 milliards d'euros. Donc c'est un très grand marché, bien sûr, hein, de par sa profondeur, sa largeur. Oui, bien sûr, les droits de douane ont un impact sur Thales. Aujourd'hui, je rassure nos investisseurs, ils sont maîtrisables, si je puis dire, à l'échelle du groupe. Mais ce n'est pas quelque chose que nous souhaitions et ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable dans la durée. Oui, et l'impact, il est de combien? On peut savoir, ça sera de combien? On parle d'impact brut, c'est-à-dire avant action de mitigation. Hein. On est sur un ordre de grandeur, 150 millions d'euros. Voilà. Mais c'est avant effet de mitigation pour réduire au maximum cet impact. Ouais. Et vous n'êtes pas... Il n'y a pas de risque de boycott? Je n'en vois pas. Non. Aujourd'hui, en tout cas, vous travaillez sur des sujets extrêmement sensibles. Oui, mais donc est-ce qu'il n'y a pas on peut imaginer que Donald Trump dise attendez, là, il y a une question de souveraineté, ce sont des Français. Non. D'abord, la réglementation américaine protège. On a des activités de défense aux États-Unis, protège totalement, à peu près 800 millions d'euros, totalement la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que celle qui est créée aux États-Unis reste aux États-Unis. Les mécanismes de proxy board, comme on dit dans le jargon, là aussi. Donc le conseil d'administration de notre filiale américaine est nommé par le gouvernement américain pour protéger la non-dissémination de la propriété intellectuelle. Voilà. Et ça, ils sont totalement rassurés là-dessus. Voilà. D'ailleurs, comme en France ou dans d'autres pays, il y a des mécanismes analogues pour s'assurer de la non-dissémination de cette propriété intellectuelle. En même temps, on s'en souvient, ce gros projet que vous aviez qui avait eu en Australie, qui a été cassé, des sous-marins, qui a été cassé notamment par les Américains. Est-ce que pour vous, vous êtes en train de rentrer par la petite porte? Alors, en fait, on n'est jamais sorti de ce projet. Vous étiez des deux côtés, quoi. Parce que Thales, on était à l'origine, effectivement, Thales France, là je n'oublie pas les nationalités, Thales France, était à l'origine très associé à ce projet via Naval Group. Voilà. Et je dirais même, d'ailleurs, notre filiale britannique aussi, puisque le système de combat, si vous vous souvenez, était fait par Lockheed Martin. Voilà. Et c'est Lockheed Martin qui consultait les entreprises dans le monde, notamment pour les sonars. Là, on est parmi les meilleurs ou le meilleur au monde dans ce domaine-là. Voilà. Après ce projet, quand il était, je dirais, reconstruit finalement avec AUKUS, notre filiale en Grande-Bretagne, notre filiale en Australie et nos filiales aux États-Unis sont restées totalement partie prenante de ce projet. Donc pour vous, ça n'a rien changé finalement, in fine? Quasiment rien. Tiens, je fais une petite aparté parce que je sais que c'est un de vos grands combats. C'est de dire qu'il manque beaucoup d'ingénieurs en France. Malheureusement, je crois qu'il n'y en a que 40 000. Là où France Industrie dit qu'il en faudrait 80 000, le double. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous recrutez? Je crois qu'on me disait, vos équipes me disaient, on a reçu plus d'1 million de CV. Absolument, oui. Et est-ce que c'est vrai? D'abord, est-ce que vous avez reçu des CV féminins? Alors pas assez, la réalité pas assez. Il faut dire que notre système d'éducation ne produit pas assez d'ingénieurs femmes. Donc on est un peu, je dirais, quelque part tributaire, si je puis dire, de ce que le système de l'éducation nationale produit. Et donc c'est là où effectivement il faut qu'on se mobilise tous, il faut que ça commence. Je dirais moi, mais c'est dès l'école. Enfin, c'est là où il faut donner envie aux jeunes filles, même pas aux jeunes femmes, aux jeunes filles, de s'intéresser au métier de l'industrie. Vous avez recruté quoi, 8000 personnes? 8000 personnes l'année dernière, oui. Et cette année? Et cette année, on est dans le même ordre de grandeur à peu près. Vous avez suspendu
C'était un plan social dans votre filiale Thales Alenia. Pourquoi est-ce que vous l'avez suspendu? Qu'est-ce qui se passe? On en est où sur le plan social? Deux choses. D'abord, c'est pas un plan social. Oui, non, excusez-moi de corriger le vocabulaire. Raison, soyons précis. C'est un plan d'adaptation. Non, mais non. Oui, un plan d'adaptation. Excusez-moi. Les mots ont un sens. Plan social, ça renvoie à l'idée qu'on est en train de licencier des gens. Voilà. C'est pas le cas du tout. Personne n'est licencié chez Thales. On a la chance d'avoir des activités en pleine croissance. Et donc effectivement, on propose à nos collaborateurs du spatial de pouvoir passer d'une activité où effectivement il y a moins de travail, l'espace en ce moment, à des activités qui embauchent, et notamment la défense. Voilà. Oui, mais c'est un peu contradictoire parce que vous nous disiez que le spatial c'était en train d'exploser, donc non? Et donc, effectivement, ce qu'on a annoncé et discuté avec nos organisations syndicales, c'est le fait de revoir régulièrement cette trajectoire qui était une trajectoire, effectivement, dans un des segments qui est les télécoms, pas tous les segments, mais un des segments qui est les télécoms, moins de travail qu'il y a quelques années parce qu'il y a moins de satellites qui sont commandés et parce que les satellites qu'on fabrique demandent moins d'heures productives, comme on dit. Voilà. Donc cette courbe, effectivement, on l'a un peu ralentie parce qu'on a gagné plus de commandes. Tant mieux pour tout le monde. Et on monitore ça trimestre après trimestre avec nos interlocuteurs, les organisations syndicales et tous nos collaborateurs en France. Oui. Ici, ce qui frappe quand on se promène dans les allées du Bourget, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de PME. Oui, il y a beaucoup de PMI, d'entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises. Vous travaillez beaucoup avec elles. Vous avez même signé un partenariat avec, je crois que la présidente était sur BFM Business, avec Turgis et Gaillard, sur un radar. Expliquez-nous comment vous travaillez justement dans cet écosystème. D'abord, on achète beaucoup auprès de PME. Nous-mêmes étant un grand groupe, on ne fait pas tout nous-mêmes, loin de là. Et on travaille avec des milliers de PME en France et c'est plusieurs milliards que nous injectons dans l'économie française. Quand nous achetons, nous faisons travailler effectivement nos partenaires et on en a absolument besoin. Après, le partenariat que vous avez mentionné, lui, il est peut-être plus stratégique. C'est comment on combine ce que fait effectivement cette formidable PME, à savoir un drone d'une certaine taille, avec nos métiers d'excellence que sont les senseurs, en l'occurrence un radar, pour faire un drone de surveillance, de reconnaissance, parce que c'est assez d'intelligence. rare de voir un grand groupe comme le vôtre travailler sur quelque chose de stratégique comme ce drone. Oui. Pour autant, on en a l'habitude, effectivement, de travailler avec des gens soit beaucoup plus gros que nous, comme des groupes américains, mais aussi des gens beaucoup plus petits que nous, comme des PME, des ETI, qui viennent avec des choses qu'on n'a pas, très innovantes et qui vont compléter, si je puis dire, nous, ce qu'on a. Demain, il y a la visite, je disais qu'il y a tous les politiques défilent, la visite du président Macron. Vous attendez quoi de lui? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Déjà, on est très fiers. Venir s'asseoir dans ce même fauteuil. Déjà, c'est un signe de reconnaissance. Oui. Prenons-le comme tel. Qu'ils viennent voir une entreprise de souveraineté comme Thales, c'est aussi quelque part une reconnaissance pour nos collaborateurs. On a 40 000 collaborateurs en France. Le fait que le président de la République prenne de son temps pour venir voir leur réalisation ici, c'est quelque part un signe qui est important. Après, on va lui montrer nos dernières innovations en matière d'intelligence artificielle, dans la défense, dans le spatial, dans l'aéronautique. Justement, la dernière question, l'intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé dans le militaire. Dans le civil, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que vous apportez? Ce qui nous différencie des grands groupes américains, on parle beaucoup des Américains, etc., c'est que dans nos domaines, effectivement, nos domaines sont dits critiques pour la sûreté de fonctionnement. Voilà, ou dit de manière très prosaïque, la vie humaine est en jeu au bout du bout. Et donc on ne peut pas employer de l'intelligence artificielle qui ne soit pas sûre, de confiance, transparente, qui permette effectivement, quand on la développe, de savoir ce que l'on fait, de comprendre comment le résultat est produit, pour pouvoir démontrer effectivement que cette intelligence artificielle est sûre et de confiance. Oui, là vous avez 800 experts, je crois, qui travaillent. À peu près, oui. À peu près. Demain, ça sera quoi? Enfin, demain, au prochain salon du Bourget, il y en aura combien? Écoutez, ça, l'avenir nous le dira, mais c'est sûr que la demande pour mesurer, si vous voulez, est croissante. Peut-être 30-40% de plus, c'est un peu difficile à prévoir. Déjà, je dirais, utilisons au maximum ces 800 brillants cerveaux, si je puis dire, pour faire ce qu'on a à faire. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème d'attractivité de recrutement. Et ça, c'est bien pour un groupe comme le nôtre. Je reviens sur ce million de candidatures qu'on a reçues. On a été classé premier et on était très fiers. L'entreprise préférée des ingénieurs. Des ingénieurs, oui, des ingénieurs. Ouais, un polytechnicien, c'est important. Et ça, c'est une très grande fierté. Ça veut dire que nos métiers, ils attirent, que l'entreprise, elle attire. Et ce qu'on leur propose, qui n'est pas seulement un salaire, c'est une carrière, voilà. Un parcours apprenant, trouve son écho chez les jeunes.
vraiment pour conclure, on voit que vous avez vraiment boosté depuis que vous en avez pris les rênes Thales. Aujourd'hui, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires. Votre objectif, c'est quoi? Votre plan stratégique, c'est quoi? On est à peu près sur des taux de croissance de 6 à 7% par an, probablement jusqu'à 2028, 29, 30. Voilà, donc si on fait le calcul, ça nous amène aux alentours des 28, 29, 30 milliards d'euros. Bon, c'est un ordre de grandeur, hein, c'est pas effectivement quelque chose qui relève de la science exacte, mais ça veut dire que pendant toutes ces années, on va continuer à se développer, on va continuer à investir et on va continuer à embaucher. Et ça, c'est bien pour notre pays. Le pays. militaire va prendre le dessus sur le civil? Non, je ne pense pas. Non, parce que pour l'instant, vous êtes à peu près équilibré. Voilà, on a toujours été à peu près autour des 50-50. Ouais, alors selon un petit peu plus militaire. Voilà, aujourd'hui un peu plus militaire. Hier, c'était un peu plus civil. Mais cet équilibre, cette dualité, comme on dit, elle est très importante parce qu'elle nous permet de lisser les cycles. Et puis, elle nous permet surtout d'utiliser des technologies qui sont ni civiles ni militaires, parce qu'elles sont finalement agnostiques de leur cas d'usage, dans les deux types d'applications. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Patrice Caine de nous avoir reçus dans ce cockpit. Et puis bonne fin de salon. Merci beaucoup. Au revoir.